Ce fut la plus grande affaire de meurtre en série non élucidée de l'histoire des États-Unis. La plupart des affaires de meurtre peuvent compter jusqu'à 200 indices. Mais dans celle-ci, nous en avons près de 10 000. C'est sans précédent. Voici l'histoire de la plus longue et de la plus importante série de meurtres commis aux États-Unis. Pendant plus de 20 ans, une ombre menaçante a pesé sur les habitants de Seattle, celle du tueur de la Rivière Verte. Ce que vous devez savoir sur l'homme de la Rivière Verte. Un meurtrier si prolifique qu'avant d'être arrêté, il avait déjà tué plus de 48 femmes et les avait jetées comme de vulgaires déchets dans différentes décharges de l'État de Washington. Mais il y a 25 ans, elle fut le théâtre d'une série de meurtres sinistres. Une ombre funeste a plané sur cette ville pendant très longtemps. Qu'on pourrait mettre fin à tout ça et jeter ce gars en prison. So far, these searchers haven't found anything. They'll keep looking, however, for that one elusive piece of evidence that could be the key to solving the case. On n'avait pas avancé. Et au milieu de l'année 1983, j'ai décidé qu'il me fallait de l'aide. J'avais besoin de plus d'enquêteurs. En 1984, l'équipe chargée de l'enquête est agrandie pour finalement compter 40 inspecteurs. Matt Haney fait partie des nouvelles recrues. Il y avait cette pièce commune qu'ils avaient transformée en ce qu'ils appelaient la cellule. Il y avait des bureaux tout autour de la pièce et 2 rangées de tables au milieu, toutes dos à dos, et il y avait un brouhaha permanent de gens qui parlaient au téléphone. On travaillait, et tout d'un coup, un des sergents se levait, annonçait qu'on avait découvert un corps dans telle partie du comté, et désignait un tel et un tel pour y aller. On sautait dans les voitures, et on partait. C'est devenu normal. Quand l'équipe s'est agrandie, la plupart des nouveaux enquêteurs n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait. C'était nouveau pour eux. Et ce qui était bien, c'est que ces meurtres les révoltaient et qu'ils se disaient qu'ils allaient boucler l'affaire dans les 6 mois. Au cours des 6 mois suivants, la police découvre près de 2 victimes par semaine. Les enquêteurs ne savent plus où donner de la tête. Le nombre de victimes s'élève maintenant à 26. 26 meurtres non élucidés. Tout le monde cherche le tueur de la Rivière Verte. 30 members of Explorers Search and Rescue Units spent the day in the rain. They hope to find clothing, jewelry or other identification connected to the women on the Green River list. La police scientifique récupère des milliers d'éléments sur les scènes des crimes. Mais le véritable indice se trouve dans ce qu'elle n'a pas trouvé. On a passé au peigne fin la boue, les branches, tous les environs, et on n'a jamais trouvé de bijoux. Cela signifiait que le tueur prenait les bijoux de ses victimes. Et en général, quand un tueur prend des bijoux, il les garde quelque part. Où sont les bijoux manquants? Si la police les trouve, elle trouvera le tueur. L'affaire captive désormais l'imagination du public américain. Tout le monde se demande qui est le tueur de la Rivière Verte. Dans la cellule, les téléphones n'arrêtent pas de sonner pour dénoncer d'éventuels suspects. Il y en a eu des milliers. Pas des centaines, mais des milliers de gens nous ont appelés pour nous donner des pistes qui devaient vraiment être explorées à fond. Sur le Sea-Tac Strip, des femmes policiers déguisées en prostituées espèrent prendre le tueur au piège. On peut rester assis dans une voiture de police ou vadrouiller habillé en civil 24 heures sur 24. Mais on voit toutes sortes de personnages bizarroïdes dans ces endroits. Comment savoir lequel est le tueur en série? Les meurtres continuent au nez et à la barbe des patrouilles, ce qui conduit à une nouvelle crainte. Ne bougez plus, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Pour prostitution.
Le tueur est peut-être un policier. On a beaucoup concentré nos recherches sur le fait que si ce n'était pas un policier, c'était peut-être un ancien policier ou quelqu'un qui se faisait passer pour un policier. Montez immédiatement dans la voiture. J'attends un ami. J'en ai rien à faire, dans la voiture. Faites voir votre plaque. La voilà. Tout le monde peut acheter une plaque et l'utiliser. Et malheureusement, tout le monde peut acheter une arme à feu. On avait un nombre incroyable de policiers sur le terrain. Mais dans ce coin-là, on ne peut pas accuser quelqu'un parce qu'il fait quelque chose de bizarre, ou qu'il tourne autour des filles, ou les emmène. Ça ne fait pas de lui un tueur. Nous n'avions aucun indice matériel accusant le moindre suspect à l'époque. Nous ne pouvions que suivre les gens qui venaient emmener les prostituées, enquêter sur leur vie et essayer de les relier aux victimes. Las de finir toujours dans l'impasse, l'équipe chargée de l'affaire demande l'aide d'analystes comportementaux. Quel genre d'homme recherche-t-il? On nous a dit que la personne responsable de tout ça essaierait peut-être de participer à l'enquête. Et certaines personnes nous ont en effet proposé leur aide. Et en particulier, Melvin Foster. Melvin Foster est un suspect idéal. Il connaît non seulement un grand nombre des victimes, mais en plus, il est chauffeur de taxi sur le Sea-Tac Strip, ce qui lui donne un accès facile aux filles. Il est devenu notre principale source d'intérêt. Nous avons eu un certain nombre de discussions avec lui. Nous avons fouillé sa maison et sa voiture. For nearly a month now, undercover officers have been stationed in this area, keeping a 24-hour watch on Melvin Foster. Nous avons trouvé des photographies dans sa voiture représentant des jeunes filles de 15-16 ans, plus ou moins dévêtues. Did you kill all those women or what? No, but I wish I did. I wish I did know who did. Les gens ont dit qu'on avait fait une obsession sur Melvin Foster. Mais il faut bien se concentrer, montrer une certaine détermination pour enquêter pleinement sur un homme que l'on soupçonne d'un délit comme le meurtre. Police won't say whether Foster is being charged or even if he's being arrested. This summer, Foster said he wasn't worried about either. Scared, no. Fright is for the guilty. Mais Foster est innocent. La police ne réussit pas à le relier au meurtre. Le comté a perdu un temps et un argent précieux, alors que le tueur est toujours en liberté. Cette humiliation publique retardera l'enquête pendant des années. S'il faut faire un détour, je fais un détour. Et je suivrai cette piste jusqu'à ce qu'un nouvel élément émerge et me dise qu'il faut que j'aille dans une autre direction. Il faudra attendre 4 ans pour que la police trouve une autre direction à prendre pour son enquête. Mais un détail est enfin récurrent, et la police du comté de King peut se concentrer dessus. Les témoignages sont tous unanimes sur un point. Le tueur conduit une camionnette. Une des pistes les plus importantes concernant une camionnette était celle de Mary Malvar. Mary Malvar est une jeune prostituée d'origine philippine portée disparue. Le dernier à l'avoir vue est son mac et petit ami, Bobby Woods. Elle montait alors dans une camionnette sur Sea-Tac Strip. Il regardait Marie travailler. Et il l'a vue se mettre d'accord avec un homme qui conduisait une camionnette. Il m'a dit plus tard que ce n'était pas son habitude de la suivre pendant ses passes. Mais cette fois-là, il l'a suivie. Et ils sont partis vers le nord, sur Pacific Highway South. D'après ce qu'il a dit, Marie n'avait pas l'air à son aise. Elle n'avait pas l'air rassurée. Le pick-up disparaît alors sur Military Road et Bobby Woods perd la trace de Marie. Bobby a fait le tour du quartier et n'a pas vu Marie. Il est alors retourné là où elle était montée dans la camionnette et a attendu. Elle n'est jamais revenue. Bobby Woods déclare la disparition de sa petite amie à la police et parle de la camionnette. Mais l'équipe chargée de l'enquête est submergée par des milliers d'indices et l'information passe inaperçue. Ce que vous devez savoir sur l'homme de la rivière verte. Bien d'autres jeunes femmes mourront avant que la police du comté de King ne se rende compte qu'elle est passée à 2 doigts du tueur.
En 1987, le nombre de corps retrouvés par la police du comté de King s'élève à 36. Un peu plus de café? Tous ont été victimes du tueur de la Rivière Verte. 5 ans après le début des meurtres, la police n'a pas avancé d'un pouce. C'était chercher une aiguille dans une botte de foin. Nous n'avions aucun indice pouvant relier quelqu'un au moindre de ces meurtres. Mais les choses sont sur le point de changer. Les témoignages pointent vers un nouveau suspect, un homme conduisant une camionnette. Une fois que l'on a su que le suspect conduisait très certainement une camionnette, nous avons établi une liste des propriétaires de camionnettes de l'époque. L'inspecteur Haney épluche les anciens rapports de police. Il cherche toutes les affaires impliquant une camionnette, dans le but de récolter des indices. Son travail est payant. Il tombe sur une affaire qui attire son attention. Le rapport de police a 4 ans et détaille le possible enlèvement d'une prostituée par un homme conduisant une camionnette. Haney retrouve le témoin, Bobby Woods, le Mac et petit ami de la prostituée disparue, Mary Malvar. Bobby dit à Haney qu'il se rappelle avoir cherché la camionnette qui avait emmené Mary et pense l'avoir trouvée sur Military Road, non loin de Sea-Tac Strip. Ça ne lui a pas pris longtemps pour retrouver la camionnette. Ça a été une affaire de quelques minutes. Inquiet pour Mary, Bobby Woods appelle la police. Patrouille 472 sur les lieux. Ils sont donc allés frapper à la porte. Bonjour monsieur, on a quelques questions à vous poser. Veuillez sortir. Connaissez-vous Mary Malvar? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que vous l'avez vue? C'est votre camionnette dans l'allée? Oui. Rien ne pouvait laisser penser que c'était la maison, la camionnette et l'homme recherché. Ici, je viens d'acheter ma maison. Votre nom s'il vous plaît. Gary Ridgway. Gary Ridgway a été arrêté en 1982 au début des meurtres, alors qu'il sollicitait des prostituées. Il a été suspecté, mais retiré de la liste des suspects après avoir réussi le test du détecteur de mensonges. Ma copine est là-dedans. Écoutez, votre copine n'est pas là. Si. Il connaissait Bobby Woods et sa réputation. Il savait que c'était un Mac. Et ils n'ont pas poussé plus loin. Le rapport de police sur Mary Malvar a été classé et oublié. Mais Mary est toujours portée disparue. Alors Haney réexamine l'affaire. Et si j'ajoute l'ours en peluche pour 15 $? Eh bien, Qui est Gary Ridgway? Haney découvre qu'il est divorcé, a un fils de son premier mariage et vit maintenant avec Judith, sa compagne. Ridgway travaille depuis longtemps à l'usine Kenworth, où il peint des camions au pistolet. Haney demande à voir l'emploi du temps de Ridgway pour voir où il était quand les 36 femmes ont été assassinées. et pour toutes les victimes, il avait un trou dans son emploi du temps au moment du meurtre. Que celui-ci ait eu lieu le matin, l'après-midi, le week-end, pendant la semaine, le soir, à chaque fois, Gary était libre à l'heure du crime. Haney a enfin une piste. Il veut agir vite. Il a maintenant besoin d'un mandat de perquisition. Mais pour en avoir un, il lui faut plus de preuves. Une personne connaît Ridgway intimement, son ex-femme Marcia. Haney lui demande de lui montrer les endroits qu'elle et Gary fréquentaient. Elle nous a conduits sur l'I-90 et nous a indiqué un des endroits exacts où une des victimes a été retrouvée. Elle nous a montré différentes décharges qui étaient vraiment très proches de là où plusieurs victimes ont été retrouvées. Elle nous a parlé de l'aéroport et nous a emmenés sur les bords de la rivière Verte. Mais il y a plus. Marcia confie à Haney que Ridgway aimait avoir des rapports intimes dans ces endroits. Il aimait faire ça dehors. Et une fois, il lui a vraiment fait peur. Elle marchait vers l'arrière de la voiture et tout d'un coup, il a surgi derrière elle, dans le noir, et a commencé à l'étrangler.
Après, elle s'est excusée. Bien sûr, elle était effrayée et indignée. Alors il lui a dit que ce n'était pas lui, que ce n'était pas vraiment arrivé. C'est un incident bizarre qui indique tout à fait que c'est quelqu'un qui a une attitude bizarre. Haney reçoit enfin un mandat de perquisition pour fouiller le domicile et le lieu de travail de Ridgway. La police espère trouver les bijoux volés sur les victimes. Beaucoup d'entre nous se disaient que quand on aurait trouvé l'assassin, on trouverait des preuves, grâce aux babioles volées ou quelque chose. Mais les espoirs de la police sont anéantis. J'espérais, comme tous les enquêteurs, je pense, que l'on trouverait des preuves qui le relieraient aux victimes. Que ce soit des éléments qui permettraient d'identifier des victimes ou des empreintes. C'était important. C'était ce que l'on cherchait. Mais toutes les analyses se sont avérées négatives. Les supérieurs d'Haney sont nerveux. Ils ne peuvent pas courir le risque d'un autre scandale, comme celui de Melvin Foster, l'homme qu'ils ont officiellement traqué comme étant le tueur supposé de la Rivière Verte et qui s'est avéré innocent. Mes supérieurs me demandaient de ne pas me montrer impoli avec cette personne, de ne pas trop l'importuner, de lui rendre sa maison le plus vite possible. Et moi, qui étais sur le terrain, je me disais qu'on ne devrait jamais lui rendre sa maison. Il fallait qu'on la garde jusqu'à ce qu'on soit sûr à 100% qu'on n'était pas passé à côté de la moindre preuve possible. Haney n'a plus le temps, mais prend tout de même un échantillon de salive et un cheveu de Ridgway. On a rassemblé des centaines d'éléments, mais il fallait encore les analyser et nous ne savions pas ce que nous allions trouver ou ne pas trouver. Ce n'était pas le moment d'abandonner. La perquisition ne donne aucune preuve probante à l'encontre de Ridgway et l'enquête marque le pas. La police continue de recevoir des tuyaux, mais les découvertes de cadavres sont de moins en moins fréquentes. Beaucoup pensent que le tueur a mis fin à ses méfaits, est en prison ou même mort. Avec le temps, l'équipe chargée de l'enquête a fondu comme neige au soleil. J'avais passé 8 ans de ma vie à ne penser qu'à arrêter ce gars, à traverser le pays pour explorer chaque piste possible, à rester éveillé la nuit, incapable de dormir. Et c'était fini. Le tueur de la Rivière Verte appartient au passé. Les indices concernant les meurtres de plus de 30 femmes sont rangés et scellés dans des boîtes dans un entrepôt de la police. Il faudra attendre une décennie pour qu'elles soient réouvertes. Pour certaines affaires, nous avons les cheveux restés là où le crâne aurait dû être. Des ongles, les vêtements que les victimes pouvaient porter quand elles ont été assassinées et quand on a trouvé leur corps. C'est notre congélateur. C'est là que nous gardons les poissons et la viande retrouvés sur Carol Christensen en 1983. Nous avons aussi des échantillons d'ADN. Beaucoup de familles nous ont contactés, et nous en avons contacté beaucoup, pour prélever des échantillons d'ADN des frères et sœurs, ainsi que de la famille maternelle et paternelle des disparus. En 1999, les progrès de la science en matière d'ADN donnent à la police du comté de King l'opportunité qu'elle attendait. De vieux indices sont analysés pour retrouver de l'ADN, et les victimes non identifiées sont enfin nommées. Ces éléments resteront dans ce congélateur bien après notre départ à la retraite. En octobre 1999, l'ADN d'un cadavre sans tête correspond à celui de la mère d'une des disparues. Après 16 ans d'attente, Myrtie Winston a trouvé sa fille Tracy. Son corps a été trouvé en mai 1986. Et jusqu'en 1999, il est resté dans les locaux de la police scientifique à Seattle. Et cela sans qu'on le sache, car son cadavre n'était pas entier. Mais les progrès réalisés en matière d'ADN ne signifient pas seulement que la police va pouvoir identifier toutes les victimes.
Ils peuvent également les conduire à identifier le tueur. Dans cette affaire, la science a joué un rôle crucial, je pense. Cela montre l'absolue nécessité d'être très minutieux sur la scène d'un crime. Il ne faut pas se montrer négligent quand on enquête sur un meurtre et se dire qu'il remonte à 6 ans ou que le corps est enterré depuis 6 ou 8 ans ou dans l'eau depuis 1 mois et que le courant a emporté les preuves. On peut le penser, mais ce n'est pas forcément vrai. On le sait bien, puisqu'on a trouvé des preuves sur des corps qui étaient dans ces états. Le tueur de la Rivière Verte a commis une erreur qui va lui être fatale et donner à la police la preuve scientifique dont elle avait désespérément besoin. Les pierres qu'il a placées dans le vagin de ses victimes ont retenu son sperme à l'intérieur, ce qui signifie que les prélèvements vaginaux effectués à l'époque contiennent l'ADN du tueur. Ces prélèvements ressemblaient grosso modo à des cotons-tiges géants. Jean Johnstone, de la police scientifique, a une énorme pression sur les épaules. Elle doit extraire l'ADN du tueur sur des prélèvements vieux et fragiles. Il ne restait pratiquement plus de coton, mais on voyait qu'il restait encore du matériel biologique, même sur les bâtonnets. Tout ce dont Jean a besoin, c'est qu'un des spermatozoïdes du tueur soit présent. Mais avec un échantillon aussi petit, les chances sont minces. On le place dans un petit tube en plastique. On ajoute des solutions chimiques, on extrait le matériel cellulaire et on prépare un frottis que l'on observe au microscope. Sa collègue regarde les résultats apparaître. Elle savait que ça correspondait et a sauté de joie. Elle était surexcitée et j'ai commencé à partager sa joie parce que je voyais bien que le profil allait correspondre. Matt Haney travaille dans un autre service de police quand il reçoit un coup de fil lui demandant de revenir dans le comté de King pour apprendre la nouvelle. Ils m'ont fait asseoir et m'ont dit « C'est Gary ». Je leur ai demandé de quoi ils parlaient et ils m'ont répondu que le test ADN était revenu et que c'était Gary. Ils voulaient que je vienne avec eux, me disaient que c'était une mission secrète et qu'il ne fallait en parler à personne. Bien sûr, ça allait à 100 à l'heure dans ma tête. J'étais aux anges de pouvoir enfin faire quelque chose. Ce fut un moment c'est difficile à décrire. On voulait faire la fête. On se sautait dans les bras, mais il nous restait encore tellement à faire. Le 30 novembre 2001, la police du comté de King attend Gary Ridgway à la sortie de son travail. Quand les portes se sont ouvertes, les inspecteurs ont jailli et ont dit « Gary Ridgway ?» Il a répondu « Oui ». Et ils lui ont dit « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de 4 femmes en liaison avec l'affaire de la Rivière Verte. » Et lui n'a rien répondu à part « Ok ». Ils l'ont menotté, l'ont fait monter dans la voiture de police et sont partis. Et après, j'ai simplement entendu à la radio « Suspect arrêté, terminé ». Mais Gary Ridgway clame son innocence et ses avocats élaborent une défense solide. Mark Protero fait partie des avocats de la défense. Le fait que son ADN soit retrouvé sur une prostituée avec laquelle il a eu des rapports ne prouve pas qu'il l'ait tuée. Ça prouve juste qu'il a couché avec ces femmes peu de temps avant qu'elles ne soient assassinées, ce qui est suspect, mais pas une preuve irréfutable de sa culpabilité. La police espérait que cette preuve par l'ADN suffirait à condamner Ridgway, mais ce n'est pas le cas. Il lui faut plus de preuves. Il leur faut relier Ridgway directement au meurtre. Et pour cela, leur espoir repose sur la microscopie, l'analyse de particules minuscules au microscope. La police demande alors l'aide de Skip Palahniuk et de son équipe de spécialistes mondialement reconnus dans ce domaine. On m'a demandé de travailler sur un certain nombre d'affaires de haut vol, je dirais, au fil des ans.
Skip est chargé de réexaminer les vêtements des victimes et surtout les liens utilisés pour les étrangler. Sera-t-il capable de trouver des particules si petites qu'on ne les a pas remarquées la première fois? Et pourra-t-il les faire correspondre à des particules retrouvées sur les vêtements de Ridgway? Tout d'un coup, on a commencé à trouver, dans cette poussière très fine, des particules de peinture. Mais pas de n'importe quel type de peinture. C'étaient des particules sphériques, de peinture pulvérisée. Des particules qui mesuraient 80, 100 ou 50 micromètres de diamètre. Pourquoi est-ce que l'on trouvait sur les vêtements de toutes ces femmes des sphères microscopiques de peinture pulvérisée? Elles ne faisaient pas partie du club des passionnés de graffiti et de peinture à la bombe de Seattle. Il n'y avait aucune raison que l'on... C'est à ce moment-là que nous avons élaboré un plan B, qui était de dire tout ce qu'il pouvait sur les meurtres s'il les avait commis, afin que le procureur ne demande peut-être pas la peine de mort. Sous la pression grandissante, Ridgway sortira-t-il de son silence pour admettre sa culpabilité et éviter la peine de mort? La police du comté de King attend que Ridgway craque. Après 20 ans passés à traquer le tueur de la Rivière Verte, la police du comté de King tient enfin Gary Ridgway. Il est inculpé des meurtres de 7 femmes. Mais rien ne le relie aux 37 autres victimes. L'avocat de la défense, Mark Protero, propose à Ridgway d'éviter la peine de mort en reconnaissant tous ces meurtres. Ridgway demande alors à lui parler en privé. Je me rappelle très bien de ce 11 avril 2003. Au cours de cette conversation, il m'a dit « Je les ai toutes tuées ». En fait, il les prenait par derrière, et quand il arrivait à l'orgasme, il se débrouillait pour que la jeune femme relève la tête. T'as entendu? À cet instant-là, il passait son bras autour de son cou et l'étranglait, jusqu'à sa mort. Il m'a dit que c'était une expérience très traumatisante et empreinte de culpabilité dans un premier temps, puis qu'il espérait se faire prendre. Mais quand il a vu qu'il restait impuni, il a commencé à y prendre du plaisir. Après la confession secrète de Ridgway, ses avocats approchent le procureur général afin de trouver un arrangement. En échange d'informations sur près de 50 meurtres, va-t-il épargner la peine de mort à Ridgway? Je n'ai jamais eu aucun doute là-dessus. Ce que je voulais, c'était résoudre le plus d'affaires possible pour que les familles des victimes puissent savoir ce qui était arrivé à leurs filles. En échange de sa vie, Ridgway subit 6 mois d'interrogatoire, que viennent seulement interrompre des sorties sur les scènes des meurtres afin de chercher d'autres corps. Continuez tout droit, vous allez tourner à gauche bientôt. Il voulait sortir de cette petite pièce. Il appréciait les sorties sur le terrain. Et nous voulions en tirer le plus d'informations possible. Oui, c'était là, je crois. Gary nous montrait un endroit et on repartait. Arrivaient ensuite les débroussailleuses et les pelleteuses qui déblayaient le terrain et le passaient au peigne fin à la recherche de corps. Parmi les 4 nouvelles victimes découvertes se trouve Mary Malvar, qui s'est battue de toutes ses forces pour vivre et a perdu. Ridgway s'est débarrassé d'elle dans un ravin escarpé à des kilomètres des autres, pour la punir des profondes égratignures qu'elle lui a infligées dans le bras. Il n'avait pas l'air d'un tueur. Il a couché plusieurs fois avec certaines de ses victimes avant de les tuer. Mais qu'a fait Ridgway des bijoux que Amy a tant cherchés? Il les laissait traîner sur son lieu de travail et regardait les femmes qui travaillaient à l'usine les récupérer et les porter. C'était son petit secret. Chaque bijou lui rappelait une de ses victimes. Ridgway avoue également qu'avec Carol Christensen, la jeune serveuse qu'il a tuée, il a cherché à brouiller les pistes, après que la police soit venue chez lui à la recherche de Mary Malvar. Le 5 novembre 2003, Ridgway passe devant le tribunal du comté et plaide coupable pour les meurtres de 48 femmes.
Monsieur Ridgway, voulez-vous plaider coupable aux 48 chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes parce que vous pensez être coupable de chacun de ces crimes? Oui. Un instant, je me suis dit, ça ne peut pas être lui. Je vais maintenant entériner votre reconnaissance de culpabilité. Vous pouvez vous asseoir, monsieur Ridgway. Il fallait le voir. Il était de petite stature, conduisait une camionnette dans laquelle il traînait les jouets de son fils. Puis pendant un moment, j'ai voulu le tuer. Je n'en suis pas fière, mais je voulais le tuer. Comment a-t-il pu nous prendre quelqu'un qui nous était si cher? Comment a-t-il pu? J'ai entendu le juge dire « Je vous condamne à la prison à perpétuité » et lire un à un le nom de chacune de ses victimes et le condamner à la prison à perpétuité 48 fois. Après quoi, ils l'ont emmené. De jeunes prostituées tentent encore leur chance sur le Sea-Tac Strip, mais les choses ont changé. Les gardiennes de la paix Sue Peters et Christina Barlett font partie de la patrouille qui garde un œil sur les filles qui font le trottoir. Après l'affaire de la Rivière Verte, et en voyant toutes les familles et les jeunes filles que ça a détruit, bien sûr qu'on est sur le terrain. On veut faire tout ce qu'on peut pour elles. Elles ont besoin de quelqu'un vers qui se tourner. On sort et on aborde les filles. On leur donne notre carte de visite pour qu'elles puissent nous joindre à tout moment s'il leur arrive quelque chose. Et nous construisons une relation de confiance à partir de là. Ça nous a déjà permis d'arrêter un violeur en série qui, à mon avis, n'aurait pas tardé à commettre des meurtres. Sue et Christina font tout pour qu'une affaire de l'ampleur de celle de la Rivière Verte ne puisse jamais se reproduire dans le comté de King. Vous n'avez jamais entendu parler de Gary Ridgway? La police continue à découvrir de nouveaux cadavres. On pense que le nombre total des victimes pourrait atteindre les 70, ce qui fait de Ridgway le tueur le plus féroce de l'histoire des États-Unis. Gary Ridgway est maintenant enfermé dans une cellule de 2,50 m sur 2,50 m, 23 heures par jour. Il y passera le reste de sa vie.